Bonjour et bienvenue dans L'Angle d'Attaque, le podcast qui parle de fiction avec ceux qui la font, une production Engel. Je suis Éric Pellegrin et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, car nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de la dernière série d'Arte, El Sardine. Zuleyha Tahar, réalisatrice. Bonjour. Claire Leproust, productrice. Oui, bonjour aussi. Et Lama Serran, chargée de programme chez Arte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, El Sardine est sorti début juin sur arte.tv. Ce sont 6 épisodes d'une dizaine de minutes qui racontent l'histoire suivante. À 6 jours du mariage de sa sœur, Zouzou, 30 ans, ingénieure biomaritime, cache à sa famille un départ imminent. Elle veut suivre la trace des sardines, mystérieusement disparues, des eaux algériennes. Mais, entre la pression sur son célibat, la toxicité de sa mère, une amitié qui vacille et une psy-coiffeuse envahissante, partir n'a rien d'une évidence. Zuleyha, pourquoi avez-vous eu envie de parler de ça ? C'est un sujet de société, une trajectoire intime, une histoire personnelle ? C'est un peu les trois à la fois. Oh là là, pourquoi j'ai voulu parler de ça ? En fait, ça tire ses racines de mon travail de documentaire que j'avais fait. J'avais fait un documentaire, une vie d'essai, où je faisais parler des copines qui s'étaient installées en France sur la peur de la traîtrise. Et moi, j'étais dans la démarche de partir. Et du coup, je me questionnais énormément sur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire partir ? Est-ce que partir, c'est trahir ? Et après, j'ai fait un documentaire sur la charge mentale où j'avais filmé ma mère et comment mon départ, en fait, a accentué la charge mentale de ma mère. Et donc voilà, il y avait plein de choses et puis voilà mais je continuais à faire de la scène ou dans les textes les textes que je déclamais, je faisais du slam. Il y avait énormément ce sujet était au cœur de ce que j'écrivais, en fait, la peur de la traîtrise, la peur de pas être une bonne fille, de pas se plier aux règles de la famille, de la société. Voilà, enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'être la seule dans une famille où voilà, moi j'ai plein de cousines, une sœur qui toutes se sont mariées en début de vingtaine et moi j'étais la seule qui, à chaque fête, rencontre familiale, venait sans personne, toute seule. Et du coup, voilà, ce thème était au cœur de ce que j'écrivais. Et puis avec Claire, donc Leproust, la productrice de la série, on s'est rencontrés et on a commencé à échanger autour de nos parcours intimes. Et petit à petit, la série est venue et elle est aussi inspirée. Donc, moi, j'ai aussi eu un peu le parcours de Zouzou, où c'est aussi inspiré de ma dernière semaine en Algérie et de comment mes parents ont vécu d'une certaine manière mon départ comme une sorte de trahison. Aujourd'hui, ils le vivent très bien. Mais moi, j'étais ingénieure en mécanique en Algérie et en 2018, je leur ai annoncé que j'arrêtais l'ingénierie pour entièrement me consacrer à ma passion pour la scène et le cinéma. Et comment ça s'est passé alors ? Ils n'ont pas voulu que je parte, ils m'ont caché mon passeport à 3. Parce que c'était pas juste la scène en Algérie, c'était accompagné du en fait, départ. Je voulais faire une formation en France. D'accord. Et je voulais faire une école. Et donc voilà, ils l'ont pas bien vécu. Et je pense que aussi ce qui leur a fait le plus mal, comme Zouzou dans le Sardine, c'est que j'ai fait mes démarches dans leur dos. Je me suis de suite monté la tête en me disant que jamais ils n'accepteraient. Tu aurais pu le faire avec eux, leur annoncer. Avec le recul, je pense que j'aurais pu ouvrir un dialogue et qu'ils auraient peut-être pu l'entendre. Mais en fait, je pense que j'avais tellement peur qu'ils me disent non. Je suis partie du principe qu'ils me diraient non et du coup, je me suis braquée et je me suis dit, je vais les mettre devant le fait accompli en leur annonçant la veille pour le lendemain que je pars et qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais avec leur recul, aujourd'hui, ils sont très fiers. Ma mère, elle joue dans la série, elle a un petit rôle, elle joue la couturière et ils sont très contents. Mais à l'époque, c'était pas très simple. Puis on n'a pas toujours envie d'aller affronter les conflits
dès le premier jour d'une démarche, quoi. Oui, mais je pense aussi que dans une société comme l'Algérie, où on est beaucoup ensemble, c'est ce qui nous sauve en tant que société. Le commun nous sauve, mais c'est aussi ce qui nous fait mal en tant qu'individu. Oui, c'est devoir s'oublier et partir, c'est trahir, quoi. Ouais, et je pense que dans une société comme l'Algérie, où on se parle énormément et où on échange sur les expériences des uns et des autres. Moi, j'étais partie des principes. Enfin, j'avais écouté des expériences de filles pour qui ça a été compliqué de tout laisser tomber et de partir. Et je me suis dit, pour moi, ça sera pareil. Je vais pas le faire dans le dos, mais en tout cas, je vais leur annoncer très tard, quoi. Ouais. C'est aussi un passage, on va dire, assez classique de l'adolescence. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, au lieu de dire merde à ses parents en face, on fait dans leur dos, c'est-à-dire qu'on a des comportements où on sort sans leur dire, on leur ment un peu, etc. Et au final, on commence à gagner son indépendance, quoi. Et je crois que c'est aussi ce sujet assez universel que tu racontes à la fois dans la série et quand tu racontes ton parcours, c'est qu'à un moment donné, ça y est, on a décidé quelque chose et on va le faire, même si les parents sont contre, en fait. Voilà. Ça s'appelle grandir, d'une certaine manière aussi. Et ça faisait écho à ton histoire personnelle aussi ? Je pense qu'on a tous... moi, j'ai fait la même chose, en tout cas. C'est vrai ? Ouais, moi, j'ai fait ça moi, je suis libanaise, et donc ça a résonné aussi, cette histoire, pour moi. C'est que moi, j'ai menti à mes parents pendant 1 an. Je disais que j'allais à la fac, et en fait, j'étais serveuse dans un resto, parce que je voulais faire mes études en France. Et à l'époque, on demandait 25 000 francs aux étrangers pour pouvoir s'installer, enfin, en tout cas, faire ses études en France. Donc, je disais que j'allais à la fac, mais j'allais au resto. Enfin, j'ai fait tout un stratagème, et à la fin, je leur ai dit, voilà, j'ai mon visa, j'ai mon acte, j'ai l'argent, je vais à la Sorbonne, je rêve de faire des études de lettres à la Sorbonne, donc je vais à la Sorbonne faire des études d'aide. Donc, en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose... Devant le fait accompli, quoi. Avec toutes les armes en main. Et c'est marrant que tu racontes ça, Zulekha, c'est que moi aussi, je pense que... Aujourd'hui, je pense que ils auraient entendu. Peut-être que ça aurait été compliqué comme conversation, et je pense que c'est ça aussi, c'est ce moment un peu compliqué parce qu'on a peur qu'ils ne nous aiment plus. Je pense que ça, c'est universel, que nos parents nous aiment plus. Donc, tu as peur de leur dire, parce que tu as une forme de trahison là-dedans, partir, quoi. Et en fait, oui, je pense qu'ils l'auraient entendu. Mais c'est vrai que ça résonne. Après, l'autre aspect universel, moi, je trouve, et qu'on a un peu ressenti à l'avant-première, c'est plutôt, et que là, on voit dans les premiers commentaires qui arrivent, ou des gens autour de moi qui me parlent de la série, c'est qu'on part tous de nos parents un jour. Et quitter le nid familial, c'est universel. Oui, puis il y a quand même autre chose, c'est que tu n'es pas sûr au début, tu as une volonté qui est quand même vacillante. Même aller étudier à la Sorbonne, ça ne se faisait pas comme ça. Réunir cet argent-là, en fait, dès les premiers pas, si on se fait casser ce rêve-là, le rêve que tu incarnes un peu par les petites illustrations d'ailleurs dans la série, si je ne me trompe pas, c'est un peu le monde intérieur de Zouzou, un peu le... Oui, c'est ça. Avec ma co-scénariste Kautsar Adimi, on voulait raconter un personnage qui n'est déjà plus là, qui a envie de partir, mais qui n'est déjà plus là. Et l'animation était un bon motif pour raconter ça et nous permettait de rentrer dans l'intériorité de Zouzou, sentir ce truc où elle est un peu femme-enfant aussi. Et puis, même si c'est tout petit l'animation, mais moi, je trouve qu'elle raconte très bien la trajectoire de Zouzou et son passage à l'âge adulte et aussi les rêves qui reprennent leur place dans le rêve, qui ne sont plus, qu'ils ne la hantent plus en pleine journée, elle s'ancre dans le réel à la fin en laissant ses rêveries de côté, parce que moi j'adore raconter la dissociation chez les adultes. Et en fait, ce mécanisme d'enfance, moi quand j'étais petite, quand je me sentais fragile, je me réfugiais dans mon imaginaire, et c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et pour El Sardine, on voulait que ce soit là, mais qu'à un moment, ça parte. Et à la manière de ces infographies qui sont fragiles un petit peu et oniriques, une telle volonté de partir, doit prendre le temps de s'affirmer et de devenir tangible avec un visa, avec de l'argent, etc., quoi. Comme Warda, sa copine, dans la série le dit, les Sardines, elles ont décidé de se barrer en premier. Donc il y a fuite pour Zouzou. Elle a 30 ans, elle est célibataire, elle est questionnée de partout là-dessus, et on lui met une certaine pression. Et toi, tu as suivi un peu donc la même voie, tu étais ingénieur mécanique avant, et tu as décidé de te tourner vers la scène. Est-ce que
Tu as ressenti l'inutilité de cette première voie? Est-ce que ou le fait qu'elle était dépassée dans le monde actuel? C'était quoi Non, en fait, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. À 12 ans, je savais que je voulais... je savais pas que je voulais faire du cinéma ou de la scène, mais je savais que je voulais écrire. D'accord. Raconter des histoires. Mais c'est mes parents qui voulaient que je sois soit docteur. Donc, j'ai pas fait médecine, mais j'ai été poussée à faire une thèse en mécanique des matériaux. Et en fait, c'était un deal entre nous. Enfin, quand j'ai eu mon bac, mon père, il m'a emmenée à mon premier concours de slam. Il m'accompagnait quand j'étais invitée à des tournois de slam ou à des prestations dans d'autres villes. Il m'accompagnait à Tipaza, à Alger, à Annaba. En fait, et j'ai commencé à voyager aussi on avait une petite troupe à un moment aussi, et j'ai commencé à voyager grâce à ça. Et en fait, c'était le deal, c'était être bonne à l'école et continuer cette thèse pour pouvoir faire de la scène, sortir en dehors du pays pour des tournois, pour machin, mais... Donc tu suivais une voie qui les rassurait. Ouais, tu avais mais ta liberté bien, à côté. Oui. Ouais. Non, j'aimais bien, c'est juste à un moment, je me suis sentie... j'aimais bien parce que c'était finalement un bon compromis et je voyais que ça les rendait heureux et moi j'étais heureuse. Donc c'est juste qu'à un moment, j'ai senti que que la thèse devenait très sérieuse et que exigeante. Du coup, exigeante et j'étais en 3e année et je me disais mais en fait je pourrais pas continuer les deux en même temps. Et puis j'ai vu une opportunité pour une formation en France, l'université d'été de la FIMIS, et en fait si j'avais envie de la faire, je pouvais pas prendre 3 mois, c'était 3 mois et je pouvais pas tout C'était un vrai choix, fallait abandonner l'un pour... Oui. Non, mais il y a peut-être aussi un sujet sur lequel tu peux, même toi, Lama, vous pouvez parler, c'est qu'il y a ce sujet des études faites par les filles qui permet aussi justement de pouvoir un jour envisager de partir faire des études ailleurs parce que tu fais des études et que l'ambition, moi j'ai cette impression de ça. Enfin, Napoléon disait que l'ambition était passée par sa mère. Moi, j'ai l'impression que chez vous, ça passe par le père, et le père pour les filles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les pères sont très intéressés aux carrières de leurs filles aujourd'hui. Comme moi, mon père l'a été... toi, on a 30 ans, moins de différence. Ouais, 30 ans. Presque. Ou presque. Oui. Bon, et voilà, moi je suis vraiment d'une famille, on va dire traditionnelle française, normalement traditionnelle, parce que traditionnelle, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mon père a toujours eu de l'ambition pour ses filles. 3 filles, 2 garçons, il y avait le même sujet de faire des études, etc. La génération d'avant, c'était pas le cas. Donc il y a des choses comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes quand même assez nombreuses à faire des études d'ingénieur, et tu pourrais parler de Myriam, la comédienne principale, à ce propos-là, et que les pères, en fait, sont intéressés à ça et que c'est ça qui leur permet probablement de se dire aujourd'hui, ma fille, elle pourra devenir quelqu'un, peut-être elle pourra s'émanciper d'une certaine manière, pas forcément contre le mariage, contre une vie de famille, etc., mais en tout cas, on lui donne la chance de pouvoir évoluer et peut-être évoluer ailleurs aussi. C'est-à-dire que je pense que quand les pères sont ambitieux pour leur fille, ils acceptent d'une certaine manière inconsciemment déjà le départ, tu vois. D'ailleurs, le père, c'est le plus compréhensif dans la série. Il n'est pas complètement compréhensif, mais sur la fin, il lui dit quand même, il lui dit ces mots qui sont assez forts. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors que la mère est totalement toxique. Non ? En tout cas, l'emblème des pressions. Non, mais c'est intéressant que tu ressentes ça comme ça. Il va t'en parler. Peut-être parle de Myriam 2 secondes sur ses études aussi. Myriam, l'actrice principale, elle finit sa thèse en Espagne. Elle l'a pas lâchée. Elle finit sa thèse en Espagne en ingénierie biomaritime. Et en fait, comme disait... Ouais, c'était une sacrée coïncidence. Mais comme disait Claire, en fait, en Algérie... c'est autant les pères que les mères encouragent les filles à faire des études parce que c'est une assurance. Avoir un diplôme, c'est une assurance. Et moi, j'ai plein de copains et de copines qui ont des parcours assez éclectiques. Kautar Adimi, ma co-scénariste, elle a fait Sciences Po, communication. Donc, il y a
plein de parcours comme ça, en fait, de gens qui ont une passion artistique très forte, mais qui font des études de médecine, d'ingénierie, de sciences économie et tout, parce qu'ils se disent, si jamais ça marche pas, en moins... et moi-même, aujourd'hui, je me le dis, si jamais un jour ça marche pas, j'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon équivalence en France. Et... Les mécaniques, tu sais réparer des tracteurs, par J'ai exemple? tout oublié. Quoi, alors Non, c'est plutôt un travail de labo. Ok. Bon. Sur l'étude des matériaux, de machin. D'accord. Ouais. Et alors, si on parle de son père et de sa mère, donc sa mère, il y a une pression, elle incarne le plus la pression au mariage ou à se Mais parce trouver que c'est quelqu'un. elle qui la vit le plus, en fait. En fait, Elle subit elle-même la pression de la communauté. Mais oui, parce que c'est ça le patriarcat. Enfin, on dit souvent dans les cercles féministes que les mères sont les complices du patriarcat. Je pense pas qu'elles sont complices, mais en tout cas, elles le perpétuent parce que elles le Répercute la pression. Ah quoi. oui, voilà, ça se répercute sur elle plutôt qu'elle le perpétue. C'est les premières, en fait, qui sont à la face. Moi, qu'est-ce qu'elle fait, ta fille Oui, voilà. Moi, mon père est navigateur. Il a jamais été là à cause de son travail. Mais les fois où il était là, quand il voyait quelque chose qui lui plaisait pas, il disait à ma mère, ton éducation. Et c'est pour ça, dans la série, on a mis cette phrase avec Kautsar où la mère lui dit, parce que je les ai faites toutes seules, ces filles-là. Oui. Enfin, c'est pas, elle est effectivement toxique parce que c'est elle qui vit le plus la pression. Et le père, effectivement, c'est lui qui, le premier lui dit, ok, t'es grande, c'est ta responsabilité. Parce qu'il veut aussi avoir le bon rôle. Parce que c'est le premier qui voit que soit ils acceptent, soit ils vont la perdre. Et du coup, voilà, il a envie d'avoir le bon rôle. Et sa femme le lui reproche quand ils sortent de la pièce. Elle dit, lâche-moi, quoi. Et puis il est très axé sur lui, c'est-à-dire que le père, c'est il va pêcher. son bateau, ses sardines, aller voir à la mosquée l'imam pour lui dire de faire une prière pour la pluie. Alors que la mère, elle est beaucoup plus sur le mariage et qu'elle lui reproche en permanence dans la série à lui dire mais tu fais rien pour le mariage, tu t'es pas occupé du mouton, t'as pas géré ça. Et en fait, c'est assez subtil dans la série, c'est distillé comme ça, mais et on voit cette dynamique-là. Et c'est vrai que le père paraît plus doux, mais parce qu'en fait, il s'efface, quoi. Il est là. Égocentrique, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est lui qui valide le départ. Et c'est lui qui dit, OK, c'est bon, tu peux partir. Parce que c'est lui le patriarche. Et donc, c'est quand même cette dynamique-là qu'on voit. Et la mère, elle réceptionne aussi la parole des gens. C'est elle que les gens vont voir et qui disent, alors ta fille, elle est toujours pas mariée. Alors ta fille, je l'ai vue l'autre jour avec la divorcée. Parce que Warda, donc sa meilleure amie, est divorcée. Donc, c'est aussi un aspect. C'est-à-dire que, elle comprend pas que sa fille traîne avec une divorcée. Ça veut dire qu'elle pourra jamais trouver de mari. Il y a toutes ces dimensions-là. Enfin, voilà, il y a plein de couches, en tout cas, qui sont racontées de la société algérienne et autres. C'est-à-dire qu'on peut tous se retrouver là-dedans à un endroit. Enfin, en tout cas, je trouve. Même lorsque la voisine qui est en son linge lui dit qu'elle voit le cousin de son mari qui est disponible ou le neveu, et qu'elle pourrait très bien faire les présentations. Et j'espère que ma voisine s'est reconnue. C'est vrai. Qui est toujours au courant de tout avant moi. Les concierges. Il y a aussi que Zouzou dans la série, elle est née de la fratrie. Voilà, elle a une petite. En fait, c'est le mariage de sa petite sœur dont on parle. Voilà, et l'aînée porte aussi, symboliquement, celle qui est censée avoir été la mieux élevée des parents qui avaient consacré leurs premiers grands essais d'éducation sur cet enfant-là, quoi. Le paravent, elle le dit à un moment. Elle a été le paravent de sa petite sœur qui a pu être libre du coup parce qu'elle attirait toutes les paratonnerres. Et aussi Inès, c'est une fille intelligente dans le sens où elle a très vite compris, contrairement à Zouzou, qu'il faut se plier aux règles pour avoir ce qu'elle veut. Ou en tout cas, faire semblant de se plier aux règles pour avoir ce qu'elle veut. Et en même temps, vers la fin de la série, elle dit quand même, dans une forme d'aveu, moi, je voulais pas juste me marier pour aller à Tanger, je voulais ouvrir une salle de sport. À Alger, pardon. Je voulais ouvrir une salle de sport. Donc elle a abandonné ce rêve-là, a priori aussi. Oui, elle l'a abandonné pour pouvoir sortir du cocon familial tranquillement et pour rendre sa mère fière. Dans une de ses filles. Dans le scénario, il y avait quand même pas mal d'endroits où la mère
parlait de ses sœurs et des reproches que ses sœurs lui faisaient, ses sœurs qui lui reprochaient d'être la seule à pas avoir marié de filles, qui lui disaient quand est-ce qu'on va faire un mariage. En Algérie, on dit souvent quand est-ce qu'on te célébrera aux filles pour leur demander en fait quand est-ce que tu vas te grouiller et trouver un mari. Donc il y avait ça dans le scénario, mais bon après voilà, le montage, moi je l'ai compris malheureusement à mes dépens, que le montage peut vite décider les choses contraires au scénario. Il y a un autre film au montage, on va dire. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi autour de ça le sujet qui est très universel de la trentenaire. Voilà, c'est que cet âge-là, 30 ans, c'est pas un hasard, quoi. C'est-à-dire que parce que tout à l'heure, on parlait elle ose faire, elle a menti à ses parents, mais quand même, elle a 30 ans. Enfin, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 15 ans, elle n'a pas 12, elle n'a pas 25, elle a 30 ans. Pour du mariage, il y a El Sardine, c'est aussi l'histoire d'un mal-être. Et c'est aussi d'un mal-être du côté du zouzou et d'un choc du côté des parents, dans le sens où il y a une envie d'ailleurs très forte. Et avec Kautsar et avec toutes, en fait, on s'est posé cette question-là à un moment donné où on s'est dit, mais en fait, si dans la série, Naïma, la mère, ne s'appelait pas Naïma, elle s'appelait Geneviève, et que autour de la table du matin, autour du café, sa fille venait lui dire, écoute maman, je suis jamais sortie du village, jamais sortie du pays, mais dans 6 jours, j'embarque sur un bateau où je vais être la seule femme et je vais passer 1 année sur ce bateau. Moi, je pense que Geneviève, elle a une crise cardiaque, en fait. Elle est pas bien du tout. Ouais. Donc, il y a aussi ça, en fait, quand on est une femme, jusqu'où on peut aller dans nos choix d'émancipation face à nos familles. Et le choix d'émancipation de Zouzou, il est immense. Il est radical. Elle est très curieuse. Enfin, c'est une fille qui est très curieuse et du coup, jusqu'où elle peut être curieuse. Et qui veut apporter une solution aussi à un problème, le problème de son père, un problème qui est endémique. Ouais. Oui, il y avait aussi ce truc où on voit très bien que le père est très fier de sa fille, qu'elle soit ingénieure. Sa sœur la charrie, mais quand elle lui dit Madame l'ingénieur, mais elle est très, très fière. Même sa mère, enfin, tout le monde est fier de dire qu'ils ont une fille docteur en
en bio-maritime. Enfin, même au mariage de la sœur, la DJ, elle dit, elle vient de finir sa thèse. Enfin, tout le monde c'est une fierté. Mais du coup, c'est une fierté, mais face au qu'on dira-t-on, ils peuvent pas aller au bout de cette fierté-là. Parce qu'ils ont peur de que vont penser le voisinage, la famille, les machins, à l'idée que leur fille aînée passe une année sur un bateau où elle sera la seule femme, et quand elle reviendra, aucun homme ne voudra d'elle. Enfin, elle est suspecte. Tout le monde se méfie d'elle. Donc, il y a aussi la confiance, en fait. Quand nos parents qui nous ont toujours eu à l'œil, du jour au lendemain, on n'est plus dans leur champ de vision, est-ce qu'ils vont continuer à avoir confiance en nous ? Est-ce que c'est important de garder cette confiance ou pas ? Enfin... Puis là, elle demande un peu un saut de la foi, quoi. Il y a deux, trois confiances qu'elle demande à ses parents. C'est partir loin sur un bateau avec plein d'hommes, etc., quoi. Comment vous êtes rencontrés avec Kautar ? C'était avec Kautar, pardon. Ma co-scénariste, ouais. À quel moment ça s'est fait ? C'était sur des thématiques communes ? Vous connaissiez toutes les deux ? Moi, je connaissais son travail. J'étais très fan de ses livres. J'avais adoré Des pierres dans ma poche, qui parlait un peu des mêmes thèmes de la série. Qui parlait d'une fille, en fait, qui avait fait le choix de partir du cocon familial, s'installer en France, et qui était trentenaire, célibataire, et qui devait rentrer en Algérie pour le mariage de sa petite sœur. Et se confronter au regard des autres. On est proche. Donc, quand Claire m'a dit que ça serait super d'avoir une co-scénariste pour comparer, pour comparer nos vécus, pour ne pas avoir une écriture complaisante, et puis comme tu disais, quelqu'un d'algérien. J'ai de suite pensé à Kautar, qui a été très généreuse et très disponible. Je lui ai envoyé la pré-Bible, elle l'a lu en 3 jours, elle m'a dit oui. Oui, c'était assez chouette. C'était assez fluide. Pour compléter, parce que le début de l'histoire avec Zoulira, que je connaissais grâce à un réseau que j'ai lancé qui s'appelle Les Haut-Parleurs, qui donne la parole à des jeunes reporters francophones, et ça m'a donné des contacts, notamment avec une reporter qui était en Algérie. C'était avant le confinement, et on a fait avec Les Haut-Parleurs un sujet sur Zoulira qui slamait, donc c'était un de ces sujets. Elle venait de sortir un slam sur le harcèlement de rue des hommes. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on reparle des hommes après, du rapport homme-femme. Pas patriarcat, mais l'autre là, sur les harceleurs. Avec les petits jeunes. Voilà. Mais, non, pas les petits jeunes, mais juste le rapport des filles et des garçons, quoi. Et voilà, on s'est revus, quand Zoulira est venue à Paris, on s'est revus une fois, on a essayé d'avoir un projet, je ne me rappelle plus trop ce que c'était avec la rédactrice en chef. Et puis, le Covid est passé, et j'ai vu, sur Instagram, je pense, le court-métrage que tu venais de faire en interrogeant, avec une espèce de dialogue comme ça, à distance, entre Zoulira et sa propre mère, et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, c'était vraiment fait de briques et de broc, c'est-à-dire elle filmait sa mère en visio, et elle de l'autre côté, et il y avait cette discussion, justement, qui portait beaucoup sur la charge mentale de la mère, notamment. Et donc, j'appelle Zoulira, je dis, tiens, revoyons-nous, quoi. Et puis, elle me dit, oui, puis voilà, moi, j'aimerais bien faire un documentaire, et puis, elle me raconte pas mal d'histoires de sa famille, ses tantes, etc. Et voilà, et donc, elle écrit tout un truc, et assez long, et puis l'été passe, et je sais pas, j'ai plus de nouvelles, et puis je me rappelle, c'était au mois d'août, j'étais en pleine campagne, au milieu des tournesols, et je rappelle Zoulira qui me dit, t'es pas fâchée, je suis fâchée de quoi? Et je lui dis, revoyons-nous à la rentrée, et puis assez vite, en fait, on s'est rendu compte que... T'es venu me voir sur scène aussi en septembre. Ah oui, c'était à l'Institut du Monde Arabe. À l'Institut du Monde Arabe, ouais. Oui, c'est vrai, absolument. Et en fait, là-bas, je déclamais un texte qui est un peu les prémices, qui motive le choix que chaque épisode se termine au moment du coucher du soleil. C'était un texte qui racontait l'histoire d'une fille qui traque le soleil en Algérie pour pouvoir rester dehors le plus longtemps possible. Et Claire vient me voir à la fin pour me dire, mais en fait, c'est ça qu'il faut raconter, il faut merger ton documentaire, ton histoire personnelle, ta mère, et puis l'envie de dévorer la terre. Voilà, et puis je sais pas, moi c'est tout ça, ce qui est marrant dans la création, c'est qu'on a des intuitions en fait, on a des déclics. Pourquoi exactement il faudrait s'allonger sur un divan, mais il y a des déclics, il y a des intuitions, et là on s'est dit en fait pourquoi on le ferait pas en fiction, parce que ça paraît compliqué, c'est trop dans ta chair cette histoire-là, c'est trop
biographie, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme réalité, en fait. Et je pense que la fiction, elle est venue en s'appuyant vraiment sur cette histoire de mariage, parce que ta petite sœur s'est effectivement mariée, il y avait ces 6 jours, il y avait l'histoire de la psy, tu m'avais parlé de cette psy coiffeuse qui, en vrai, existe à Oran, donc il y avait des histoires comme ça, il y avait des histoires de cette pression sur le mariage, il y avait ces angoisses, voilà, tout le fait d'être partie qui en fait te torturait pas mal aussi dans ton rapport avec tes parents, etc. Et donc tout ça, ça a été les ferments une fois que je lui ai posé le cadre et je lui ai dit, écoute, voilà, il y a 6 jours, un épisode par jour, et puis il y aura des micro-trottoirs, puis de l'animation, et puis parce que l'animation, c'est les rêveries, et les rêveries, c'est à la fois la façon dont elle s'indépendait, mais c'était aussi un peu la traduction des angoisses au début, enfin, etc. Et puis, elle est partie... mais ça, c'est un peu une frustration. Elle est partie en 15 jours en revenant avec un truc qui était déjà écrit, et puis c'est comme ça ensuite qu'on s'est dit quasiment en même temps. J'ai appelé Lama, je lui ai dit on n'allait pas au début, on allait dire non à ce projet, et en fait c'est Claire qui m'appelle et qui me le pitch au téléphone, et moi je fais c'est pas mal, tiens. Oui, non, en prélecture, c'est ça. Toi, tu l'avais pas encore vu. Non, parce que je savais, j'avais regardé, je savais qu'on allait dire non, mais moi je l'avais pas lu parce que j'étais pas la chargée de programme qui était dessus, parce qu'en fait on fonctionne souvent, les projets, enfin on reçoit quand même pas mal de projets à l'unité création numérique d'Arte, et on est 5 chargés de programme, et chacune on fait des secondes lectures, enfin on a des fiches de lecture qui sont faites en externe, et on fait des secondes lectures sur certains projets, on se réunit tous les 15 jours en réunion, en comité éditorial pour discuter des projets qu'on retient ou pas, et on peut pas, dans les réunions, dans les comités éditoriaux qu'on fait tous les 15 jours, on peut pas parler de tous les projets qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit vraiment beaucoup. Et donc, je savais que ce projet allait être même pas discuté en comité. Et quand Claire m'appelle, et Claire a une puissance narrative, et elle me parle, ça a duré assez longtemps, notre coup de fil. Et en fait, elle m'a convaincue assez fortement. J'ai dit, OK, je lis. J'ai lu, j'ai fait « Ah ouais, non, c'est vraiment génial ». Et là, je dis à Marianne Lévy-Leblond, donc, qui est notre directrice d'unité, je dis « Écoute, Marianne, là, je crois qu'on a vraiment un truc très chouette dans cette histoire. Et Claire, moi, j'ai envie de bosser avec elle depuis longtemps. On se connaissait à l'époque de Capa, moi, quand j'étais à Canal. Donc, on s'était vus déjà. On n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Donc, j'avais envie de travailler en plus avec Claire, parce que je trouve que le travail qu'elle fait sur les haut-parleurs est quand même très fort, quoi. Enfin, je veux dire, avoir cette proposition-là aujourd'hui, c'est quand même pas évident. Et c'est une productrice quand même qui est là, qui est présente. Et donc, Marianne a dit, bah ouais, OK, on rencontre. Et puis, quand on a rencontré Zolira... Pourquoi il le voulait pas? Parce qu'en fait, on reçoit tellement de projets de fiction que parfois, on dit non. Parce qu'en fait, dites-vous, je veux dire un truc quand même, les dossiers, c'est très compliqué de se faire une idée sur un dossier. Mais bien sûr. Et en fait, c'est pour ça que nos métiers sont quand même très compliqués, c'est qu'on est face à des dossiers. Et les dossiers n'ont pas d'âme. Et en fait, t'as un dossier où il y a plein de textes, où c'est très écrit, où tu n'arrives pas à trouver l'information importante. Un endroit. Et à la base, ça ressemblait pas vraiment à ce que vous avez vu. Tu le sais quand même, Eric, t'es dedans. Ouais. Donc tu sais, quand tu reçois un dossier et quand tu regardes une série derrière, comme elle a dit déjà, du scénario à ce que vous avez vu, il y a déjà un gap. Du dossier à ce qu'elles ont travailler en développement, est-ce que Arte dise OK, on y va, il y a aussi un gap. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et c'est pour ça que c'est malheureusement, nous on a d'ailleurs lancé depuis quelques mois les mercredis ouverts à la création numérique d'Arte, pour que les gens viennent nous rencontrer, qu'on parle avec eux et qu'on puisse aussi se dire, parce qu'il y a des humains derrière les gens. Et bon, on peut les rencontrer en festival, mais pas tout le monde peut aller en festival, pas tout le monde a l'argent d'y aller. Donc on a lancé ça pour que les auteurs puissent nous rencontrer, qu'on puisse nous aussi entendre les gens, voir ce qu'il y a derrière un dossier. Et nous, on a la chance aussi, à la création numérique, c'est de ne pas produire énormément dans l'année. On sort 25 productions par an. Donc, c'est pas rien non plus. C'est pas rien, mais c'est pas la télé, où là, ils sortent quand même beaucoup de trucs dans les unités de programme. Beaucoup plus que nous. Donc, aujourd'hui, on prend le temps quand même de rencontrer beaucoup plus les gens. Enfin, moi, je sais que, et t'as raison, je sais pas si on a besoin de s'allonger, mais il y a un truc qui fait que t'as parfois des intuitions quand tu lis un dossier, tu dis il se passe un truc là. Et là, il y a quelque chose dans l'histoire, il y a quelque chose dans le personnage, il y a l'auteur où tu vois un court-métrage qui est passé et tu fais mais c'est quoi cette force, c'est quoi cette enfin voilà. Donc
Donc c'est pour ça on aurait dit, enfin on allait pour dire non parce que malheureusement, enfin on reçoit trop de choses. Ouais. Mais tu vois, on a dit mais je pense oui. qu'il y avait aussi dans la pré-bible, mais aussi dans la pré-bible que déjà moi je savais pas du tout ce que c'était une bible de série. Donc moi j'avais écrit un pitch, synopsis et ensuite j'avais écrit des sortes de séquences. Oui. D'épisodes et où il y avait quasiment où je laissais la place au documentaire. Enfin, voilà. Enfin, il y avait énormément d'endroits. C'est Kauter qui t'a aidé à... Mais oui, parce que c'est à ce double... C'est exactement à ce moment entre la discussion que j'ai... En fait, une fois que ça a été écrit, cette première étape, c'est là que je t'ai dit, ça serait vraiment bien qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne sur l'écriture, aussi parce que c'était vraiment ton premier scénario en plus de fiction, voilà, et qu'en plus t'étais aussi jeune après avoir fait 2-3 courts-métrages documentaires. Donc moi je me disais, voilà, si on veut réussir, il faut à un moment donné qu'on ait un peu plus d'armes, en fait. Donc, c'est là qu'on a contacté Kauter. Et juste après qu'on s'est parlé, et que je t'ai dit, voilà, ce que tu viens de lire là, ça, je vais te renvoyer un doc un petit peu transformé, mais surtout où, ça y est, il y a une autre auteure qui a rejoint le projet. Et ça donnait quand même, de toute manière, déjà de la force, quoi. Enfin, voilà. Oui. Et Kauter était quand même déjà, qui est une romancière, on a un petit peu parlé, mais romancière qui a aussi déjà un prix Renaudot, qui a écrit 5 bouquins déjà, voilà, enfin, qui a une quarantaine d'années, qui a aussi à la fois l'envie spontanée, ce que tu dis est totalement vrai, c'est qu'elle est généreuse et spontanée de travailler tout de suite sur ce projet-là, qui commençait en parallèle à être scénariste. Donc il y avait aussi ce moment comme ça qui était assez sympa. Dont les thématiques sont hyper proches. De dire, voilà, on a envie de travailler ensemble, et je pense que tout ça, c'est tenu, quoi. Mais aussi, il y avait ce truc où ça a été quand même dur de se détacher du documentaire sur ce projet. On l'a gardé jusqu'au bout avec les micro-trottoirs. Tout à l'heure, quand je disais frustration, ça reste quand même une frustration pour moi parce que chaque épisode, dans le scénario final, dans chaque épisode, on retrouvait du documentaire. Parce que la fiction, c'est génial, mais pour moi, le documentaire, c'est en tout cas, dans des sociétés comme l'Algérie, où on manque d'images sur nous-mêmes, où il n'y a pas une industrie de cinéma et tout, en fait, le documentaire, on ne peut pas faire mentir, dire qu'un documentaire ment. On peut dire qu'une fiction ment, mais on ne peut pas dire qu'un documentaire ment. Donc moi, ça me tenait à cœur, et aussi Kauter et tout, en fait, ça nous tenait à cœur qu'il y ait dans cette série qui est assez fantaisiste, la disparition des sardines, une sorte de dramédie et tout, qu'il y ait des 2 minutes à chaque fois qui nous rappelle qu'on est dans le réel, qu'on est là, dans le vrai. Pas. Non, en fait, et je rejoins la frustration de Zulekha. Moi, c'était là aussi, quand on avait eu la discussion au téléphone, c'était l'endroit... Parce que moi, j'aime beaucoup travailler sur le documentaire, le réel et la fiction le réel. J'aime beaucoup... j'ai travaillé sur Ceux qui rougissent, par exemple, où on a vraiment été dans cette dimension-là, où c'est une écriture plateau, c'est une écriture avec des comédiens qui travaillent le texte. Là, les projets que je travaille, en tout cas, j'aime bien avoir ça, et c'était ça qui m'avait aussi intéressé, c'est que le personnage de Zouzou, les questions qu'elle posait, à un moment, la psy-coiffeuse disait, ok, arrête, si tu te poses ces questions, va poser les questions aux gens dans la rue, et va leur demander... Oui, parce qu'elle disait, tout le monde pense que je suis une mauvaise fille. Elle disait, mais en fait... quand je te demande qui est tout le monde, tu me parles que de ta famille. Donc va voir les gens, et tu verras que tu vas peut-être être surprise et avoir différents avis sur les questions qui te taraudent. Et il y avait cette question, est-ce que partir c'est trahir, qui était au cœur, en fait. Bon, alors, pourquoi contrainte de tournage. Puis le micro-trottoir, c'est un vrai travail, c'est une grosse préparation. Et un tournage de fiction, alors malheureusement... pense qu'il suffit de prendre son micro et d'aller dans la rue, quoi. Non. Et un tournage en tout cas, nous, malheureusement, on n'a pas des budgets énormes de notre côté en fiction. C'est pas des prods... c'est des prods fragiles, hein. Il faut quand même être honnête. Hein. Ouais, parce que vous avez tourné à Oran. Ouais. Donc, ça s'est bien passé, c'était difficile. C'est quoi les contraintes ? Oui, non, ça s'est bien passé. Quand on parle de contraintes, c'est en termes de jours de tournage. Cette série qui est tournée en combien de jours, alors ? 14 jours. Ah le double du temps de la fiction. Presque. Puisqu'il y a 6 jours qu'il a réuni. Ah oui. Non, mais 14 jours pour 70 minutes, un truc comme ça, c'est... 64 minutes. 64 minutes à la fin, mais effectivement, le scénario était prémédité à 73 minutes. Donc 14 jours pour 73 minutes. C'était très serré. C'était très serré. Et en fait,
on a gardé une journée pour les micro-trottoirs, mais au montage, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. En fait, ça fragilisait la série. On aurait dû avoir 2 plus jours, qu'autre mais il y a un chose. jour qui est passé. Il Et n'y avait en plus bonus qu'un jour. Et les micro-trottoirs Non, comme ça qui même se pas. rattachent à des Même pas, épisodes, non. il aurait fallu avoir plusieurs Mais à garder en projets. tête. Ouais. À garder en tête. Non, pour mais ce le qui futur. s'est aussi un peu passé, c'est que moi, je pense que comme il y a quand même beaucoup de réalisme quand même dans cette série, malgré ou autour, enrobé de cette crème chantilly qui en fait quelque chose d'assez drôle quand même aussi. Certes, on est quand même dans la comédie sociale, même si on rigole pas tout le temps, mais voilà. Et je pense que le micro-trottoir, en tout cas, comme il aurait pu marcher si on avait vraiment eu beaucoup le temps. Le peu qu'on a quand même réussi quand même à choper, que moi je trouvais quand même assez intéressant, mais ça risquait de mettre en péril, en fait, le réalisme qu'apportait la fiction. C'est-à-dire que la fiction, parfois, arrive à dire la vérité plus que le réel. Et là, il y a une forme de vérité dans cette fiction-là qui a pris le dessus, et il fallait pas trop y toucher. Ouais, parce que ce que j'allais dire, dans cette fiction, moi je suis hyper touché par l'intime, qui est beaucoup plus révélé par la fiction quand tu es aussi proche de Zouzou que si j'avais eu un documentaire. Un documentaire m'aurait donné du réel. Non, mais là, c'était vraiment des petits moments qui permettaient aussi de la contredire. En fait, de contredire parfois même le propos de la série. Et moi, je m'étais dit, c'est une chance, en fait, pour ouvrir une discussion. Parce que t'as ton envie de documenter la parole algérienne. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est ça. C'est que t'as envie de ça. Après, moi, ce que je trouve très fort, c'est que t'as quand même réussi, parce que la frustration, je la comprends et je l'entends, mais t'as quand même réussi à montrer que c'est quand même très, très beau. Et avec une comédienne, Myriam Amar, qui est quand même hallucinante, de justesse. Et on voit tous les questionnements de Zouzou dans ces gros plans où elle est seule, ou quand elle marche dans la rue, ou quand elle est dans sa salle de bain. Et en fait, on a tous ces instants-là qu'on aurait pu avoir, tu vois. On la voit bouger. Parce qu'en fait, la crainte qu'on avait, c'est qu'on la voit pas bouger. Et en fait, elle avance. Et on avance avec elle, et on n'a pas besoin de... Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série aussi, c'est qu'elle est pas verbeuse. Zouzou, elle nous raconte pas tout. Zouzou, elle nous donne, et on voit sur son visage où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, quoi. Et je trouve que ce mouvement a quand même réussi quelque chose dans la série qu'on n'avait pas eu à l'écriture, je trouve. Non, c'est vrai. Et que t'es arrivé par ton regard et par le travail que tu as fait avec Myriam, qui est vraiment formidable. Enfin, c'est quand même... elle est exceptionnelle, mais cette fille. Elle pose plein de questions. Elle est tellement... Elle est exceptionnelle. Elle aussi, elle est très généreuse, et elle pose énormément de questions. Elle a envie de savoir tout du personnage. Donc, on a inventé tout un background à Zouzou, ses rêves récurrents, ses meilleurs amis d'enfance, ses plats préférés, comment elle réagit quand elle s'énerve... Est-ce qu'elle a toujours eu les cheveux longs? Est-ce qu'elle s'est été coupée parfois? Pourquoi? Enfin, elle est incroyable. D'ailleurs, elle va se les couper à un moment. Oui. Sur la question du voile, on les voit toutes les deux, elles ne portent pas le voile, Zouzou et Warda, mais lorsqu'on voit sa mère sortir à un moment, dans la précipitation, elles vont toutes les deux se précipiter vers la mère pour lui dire « mais t'as pas ton voile ». Qu'est-ce que ça signifie? Parce que, en fait, c'est quoi le symbole? C'est pas elle qui se précipite. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a d'abord un des mecs sur le rond-point qui dit... qui fait une remarque. C'est pas la mère de Zouzou. Et pourquoi elle a pas son voile? Enfin, elle est dehors et elle a pas son voile. Enfin, mais c'est pas tant... Et moi, j'ai l'impression, on l'entend, enfin, la manière avec laquelle il dit, c'est pas tant remets ton voile, femme. Ils se sont habitués à la voir avec son foulard, et là, en fait, il la voit sans son foulard et en train de courir dans la rue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave. Donc, dans ce sens-là, et Zouzou, quand elle dit à sa mère... Remarque ton voile, c'est parce que sa mère lui dit pourquoi t'as pas ton gilet. En fait, elle essaye de détourner le reproche que sa mère lui fait en lui en faisant un aussi. Donc voilà. C'est plutôt Geneviève sans son chapeau qu'un vrai symbole religieux qui est. Oui, voilà. On s'est pas posé la question du symbole religieux du tout. En fait, on a juste voulu raconter Oran comme nous on la connaît, et puis enfin voilà, les femmes dans leur intimité, dans le salon de coiffure, à la maison, les filles dehors, enfin vraiment, à une Turque, qui est la station balnéaire où on a tourné, et surtout, et à une Turque, en gros, c'est une sorte de commune constituée de plein de villages, et le village de Zouzou, c'est Trouville.
Donc, et en fait, et à Trouville, c'est comme ça. Enfin, c'est juste... vraiment, on n'a pas... C'est juste, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui, puis vous avez eu envie d'avoir des personnages qui féminins qui ne portaient pas de foulard. Basta. Parce que quand tu vas... Enfin, moi qui suis allée à Oran, la deuxième phase du tournage, à une alture qui est près d'Oran, c'est vrai que t'as en Algérie quand même pas mal de femmes qui portent de foulard. Mais là, elles sont dans leur intimité à la maison. Oui, bien sûr. Pourquoi leur faire porter non, ça évidemment, ça c'est sûr. De voile. Oui. Non, mais dehors, toi, t'as choisi d'avoir deux personnages, Warda et Zouzou, qui, elles, n'ont pas de foulard, basta. Enfin, ça a été votre choix, mais c'est pas un choix forcément... plus réfléchi que ça, j'en sais rien, mais en tout cas, elles n'en ont pas. En tout cas, et quand elle remet son voile, la mère, pour moi, je l'interprète comme elle se ressaisit. Ouais. Elle est dans un truc de tellement d'énervé parce que son mari vient de se faire arrêter, qu'il est au commissariat. Et donc, elle se remet dans... Ah oui, non, attends, je me ressaisis, je me remets droite, quoi. C'est qu'elle se... Et c'est ce truc d'intime, d'extérieur-intérieur. C'est-à-dire, je suis dehors, donc attends. Oui. Ok, je vais vers l'action, quoi. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai interprété. Oui, c'est ce truc de remettre complètement. le voile. C'est complètement ça. Tu le vois dans son geste, elle est là et elle repart. Oui, absolument. Elle repart après. Ouais, c'est complètement ça. Et Zouzou et Warda, franchement, c'est juste, elle ne... elle porte pas le voile. Non, c'est tout, oui. C'est ça, quoi. Et alors, au début, la fiction n'aurait pu ne pas être lue ou être correctement comprise. Est-ce que le fait que ça se passe à Oran aurait pu vous rebuter chez Arte ? Non. Même si vous avez déjà fait Happiness qui se passait en Iran, ça, c'était pas un problème. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que c'est c'est aux producteurs après de se débrouiller pour réussir à tourner. Voilà, moi j'ai envie de dire, je refile la balle à Claire parce que, nous Nala, moi je travaille depuis longtemps et on espère pouvoir y arriver à une série à tourner à Beyrouth et ça fait longtemps qu'on est dessus pour pouvoir trouver des assurances et des possibilités de pouvoir tourner là-bas. Et ça vient aussi des auteurs qui nous disent, moi je la vois pas tourner ailleurs qu'à Beyrouth, parce que sinon la solution c'est toujours Marseille, quoi. Et donc non, en fait, on va pas aller et on est prêt à attendre, parce que là c'est une série qu'on a quand même validée il y a quelques temps pour pouvoir aller là et répondre à cette exigence-là. Et moi je trouve ça super, parce que je trouve que pour notre public, en tout cas, de voir des histoires de jeunes femmes, de jeunes hommes, ou de pas jeunes, de gens, d'humains, ailleurs, qui viennent nous raconter comment ils vivent. Parce que, Arte, c'est comprendre le monde. Et donc, on n'est pas juste une chaîne européenne, on est aussi une chaîne qui est une ouverture sur le monde. Et donc, comprendre le monde, c'est aussi d'aller au-delà des frontières d'Europe, et d'aller en Algérie, d'aller en Iran, d'aller là, Inch'Allah, à Beyrouth, de bouger dans des endroits comme ça et d'emmener, en tout cas, nos publics, et puis dans les langues, parce que je trouve ça quand même super de pouvoir entendre d'autres langues, de se plonger dans d'autres paysages, dans d'autres intérieurs. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans Les Sardines, c'est l'intérieur, c'est la maison. Moi, j'ai beaucoup regardé en visionnage comment était la maison, comment était la chambre de Zouzou. Le fait qu'elle ait une place, le fait que... il y a plein de choses comme ça qui sont très parlants, qui racontent un autre intérieur. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand je regarde des films étrangers, en tout cas, j'adore regarder comment les gens vivent dedans, quoi. Comment ils vivent, les gens. C'est comment la cuisine, c'est comment c'est comment le salon, c'est comment la chambre. Les similarités, les différences. Et de retrouver des choses qui répondent, qui font écho ou pas. Ou d'ouvrir, de découvrir en tout cas. Et c'est pas parce que ça se passe en Iran ou à Beyrouth que c'est pas des histoires universelles. Ah mais non, absolument pas. Où on peut retrouver malgré les différences de chambre ou de cuisine. Ouais, absolument pas. Et c'est ça qui est fort. Moi je trouve ça une force à chaque fois. Je suis étonnée. Puis il y a une époque où on est sensible à ce qu'on appelle la sincérité. Alors bon... On met ce qu'on veut derrière. C'est en train de passer de mode, je crois, là, ce sujet de sincérité. Mais bon, en tout cas, non, mais moi, la question de tourner en Algérie, il y avait une espèce de dualité en moi qui était d'un côté froidement, du point de vue de la production, franchement, ça aurait été beaucoup plus simple et plus intéressant financièrement parlant de faire ça avec la langue française légèrement majoritaire et tourner
à Marseille, enfin on va dire Marseille pour faire court, parce qu'on avait fait en plus un pilote avec Zouira avant de la série à Marseille, qui s'était bien passé d'ailleurs. Mais bon, versus le tourner en Algérie. Après, l'autre partie de moi qui suis néanmoins aussi productrice, mais qui est peut-être plus, je dirais la productrice sensible. Passionnée ou... Sensible, c'est que 10 ans de haut-parleur, moi ça m'a transformée, et ça m'a transformée parce que donner la parole sur le terrain à des gens qui parlent leur langue, dans leur pays, et à qui on dit, tu vas choisir les sujets que tu as envie de raconter, et si tu as des doses d'autocensure, c'est toi-même qui vas les formuler, et petit à petit ça te change, et donc tu vois plus du tout les choses de la même manière. Donc, mais même pour le casting, par exemple, on parlait de la remarque du mec pour le voile, c'est quelque chose que nous on n'avait pas écrit. C'est en fait, elle court pour de vrai et son foulard tombe. Enfin, ça c'était écrit que son foulard tombait. Mais pas la réaction non, et que Zouzou lui faisait la remarque, mais pas la réaction du... Enfin, que Zouzou lui faisait la remarque après que la mère lui fasse la remarque sur sa tenue, mais pas la réaction du mec, parce que le mec... Ah oui, c'est venu spontanément, quoi. Ah oui, parce qu'on l'a casté, c'était son premier rôle, on l'a casté, et c'était une réaction naturelle chez lui. Voir une femme courir, qu'on a toujours vu avec le voile, et en fait son voile tombe, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave. Et d'ailleurs, il le dit derrière... Bon, ça, c'est la subtilité des sous-titres. Je sais plus si ça, on l'avait traduit, mais en tout cas, ceux qui comprennent l'arabe, ils l'entendent derrière dire peut-être qu'il y a un problème avec le père, avec Hakim. Donc ouais, et oui, ça reste... je veux dire, ça, c'est pas parce qu'on fait des projets en Iran, en Algérie ou au Liban, que c'est pas universel. Moi, ce que je retiens, par exemple, de Happiness, la série tournée en Iran, c'est que c'est l'histoire d'une fille qui veut retrouver les traces de son père et qui doit faire face à une mère qui, elle, veut plus entendre de ce père-là. C'est tout ce que je retiens de cette série. Et ça, c'est universel. Ouais, et puis peut-être aussi rajouter qu'on était sur un territoire qui est un territoire... connu et inconnu, qui est l'Algérie, puisque quand même, c'est pas un pays c'est un pays qui nous est proche pour plein de raisons, des historiques dramatiques, mais aussi plein de bonnes, qui sont les relations entre les peuples, entre tout ce qui peut se passer, qu'on aime depuis longtemps. Il y a des gens qui ont des très bons souvenirs, qui sont jamais retournés. C'est pas un pays touristique, etc. La différence du Maroc, du Tunisie, la facilité pour plein d'histoires qui auraient pu être tournées en Algérie, c'est les tournées au Maroc, les tournées en Tunisie, dans ces pays qui sont plus accessibles. Et il y avait aussi des problèmes qui se posaient du coup, est-ce que si on n'est que français, est-ce qu'on va avoir notre visa ? Moi, par exemple, je ne l'ai pas eu tout de suite, je l'ai eu un peu plus tard, je me suis morfondue en regardant les images au début, en pleurant à moitié, parce que mon bébé, comme ça, s'en allait sans que je sois un peu là, même si j'étais pas très utile en tant que productrice, mais bon, voilà, je me disais, putain, le truc est en train de se faire, je vais même pas... Oui, mais je vais même pas voir, en vrai, tout ce que j'ai suivi jusqu'à maintenant, tout ce qu'on s'est raconté, tout ça, même être auprès de l'équipe, etc. Donc, et donc, c'est grâce à un coproducteur de Horloges qui est implanté là que le tournage a pu se passer, et c'est bien passé, puisque il a duré 14 jours, que toute une équipe technique a été mise à disposition, et qu'on a pu conjuguer ça avec des contraintes françaises, notamment liées au CNC, si on voulait avoir un financement supplémentaire, ce qui était quand même plus qu'indispensable, c'était de respecter un certain nombre de critères, notamment d'avoir un nombre minimum de chefs de poste, on appelle ça, c'est le directeur photo, la réalisatrice. Heureusement, on a eu des sueurs froides, parce que comme elle est algérienne, elle comptait 0 pointé dans les chefs de poste, elle faisait perdre 3 points à elle toute seule. Bravo. 5 et entre 5 elle a eu. Enfin bon, voilà. Et du coup, heureusement, elle avait son visa depuis 10 ans, enfin sa carte de séjour depuis 10 ans, donc ça passait. Bon voilà, je passe un petit peu des détails comme ça, mais... Oui, mais c'est pas des détails quand même. Et non, c'est pas des détails. À partir du moment où on tourne à l'étranger, que tu peux quand même avoir le CNC, que Arte te suit, ça veut dire que... Donc en tout cas, on a réussi à faire ça, et moi je trouve aussi que, d'un point de vue géopolitique, comme c'est... des pays, la France et l'Algérie, qui sont un coup ils s'aiment bien, puis un coup ils s'aiment plus, un coup ils se foutent sur la gueule, un coup ils s'embrassent, un coup ils truc. Donc on est dans les effets pistons. Quand il y a un qui est en bas, il y a l'autre qui se lève. Alors voilà, je fais un peu de bruit avec mes mains, mais le fait qu'on ait réussi à faire ça, je trouve que c'est même pas courageux, c'est juste bien, quoi. C'est que les choses se font, quoi. Et tu as réuni aussi d'autres partenaires, donc TV5 Monde, on en parlait, le CNC évidemment, le Red Sea Fund,
Doha Film Institute, l'ambassade de France, l'Institut français d'Algérie. Tu veux en parler 2 secondes de ça? Est-ce que ça a été des soutiens pour réussir à faire arriver les choses? Aussi, l'Angoa. Alors, je trouve que ce qui est bien, c'est que si chez Arte, au tout début, quand ils ont lu la première petite histoire, on a failli passer à l'as, une fois que ça a été bien écrit, et petite parenthèse quand même, parce que c'est important de dire qu'il y a eu un gros travail d'équipe, d'écriture avec Marianne et Lama, et que ça a été vraiment un très chouette moment pour moi. C'est passé comment? Ça a été des discussions autour du sujet. Ça a été. On s'est pris la tête un peu. Oui, mais c'est normal. Il faut, c'est de l'artistique. Normal. Mais c'était trop bien. C'était très. Je sais pas. Enfin, moi, je dirais. Enfin, moi, là, avec le recul, je garde des petites. Le tournage m'a fait mal. Le montage m'a fait mal, mais l'écriture, c'était tellement bien. Enfin, je veux dire, quand je garde aussi de belles choses du tournage et du montage, bien sûr, mais je veux dire, en écriture, il n'y a rien qui m'a fait mal. Je prenais. Enfin, c'était trop bien. On avait une liberté incroyable, quand même. Les sardines ont disparu, machin. Enfin, il y a plein de choses... Et de votre côté, Lama, vous avez cherché, dans ce process-là, vous cherchez à faire tenir la ligne de force qui avait été pitchée par Claire au début, vous cherchez à déployer ce que pense Zulira dans... Nous, on est plutôt dans un rapport avec les autrices, et on avait bien sûr l'idée de départ qui était toujours là, mais on part... les choses se transforment, les choses avancent, et nous on accompagne. On a vraiment un travail on accompagne les auteurs en développement. En fait, c'est au moment du développement que toute la série a été écrite. C'est vrai que c'est des moments qui sont hyper forts parce qu'on est très présente. Arte est très présent à ce moment-là, et c'est vrai qu'après, au moment du tournage, beaucoup moins. En Algérie, moi j'ai même pas essayé d'avoir un visa. Enfin, je veux dire, j'ai même pas cherché à l'avoir. Vous allez pas réagir aux dailies. Et puis je vais pas aller. Je peux passer ma tête sur un tournage, mais et quand c'est en France, et c'est plutôt agréable d'aller voir, parce que c'est vrai que malgré tout, même si on n'est pas dans des boîtes de prod ou qu'on n'est pas auteur, réalisateur, parce que je ne suis pas auteur et je ne suis pas réalisateur, donc ce n'est pas mon métier, et je ne suis pas producteur, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis diffuseur. Donc je reste à ma place de diffuseur. Mais je passe. Mais ça veut dire quoi, rester à sa place de diffuseur? C'est-à-dire que moi, je mets les lunettes d'Arte, je mets les lunettes du public, je mets les lunettes de la personne. Enfin, il y a des gens qui vont regarder ça. J'ai le regard j'ai le regard. En fait, c'est Guillemette Trognon, qui est la responsable des réseaux sociaux chez nous, qui m'a donné une très belle image l'autre jour du regard du travail de chargé de programme. Et elle dit, en fait, l'auteur, il est dans sa chambre, il a une petite lumière, il écrit, et en fait, le chargé de programme, il arrive, il ouvre la fenêtre, il ouvre les rideaux, il dit, regarde là ce qui se passe. Et en fait, juste, moi, ce que j'aime bien, c'est lever la tête des gens. En fait, dire aux gens, écoute, vas-y. Tu vois, là, c'est hyper intéressant, mais je corrige pas des copies, en fait. Je suis pas dans une mode de correction de copies. Je vais pas dire à quelqu'un, je peux relever les incohérences ou dire à des endroits où là, ça va pas, mais j'aime vraiment en question de narration. Voilà, et je dis, regarde, ouvre ton sujet, ouvre, et et ce qui est hyper important pour moi, en tout cas, et pour nous, surtout dans l'équipe, c'est d'être dans l'écoute et d'instaurer un climat de confiance. Moi, j'ai vraiment pas, je ne fais pas commande. Ouais. Et le mot de coproduction est hyper important. Je coproduis, c'est-à-dire c'est une collaboration avec un producteur et des auteurs. Je ne passe pas commande des projets. Et je sais ce que c'est parce qu'à Canal, on passait commande. Et donc, c'est un autre rapport avec les auteurs. C'est un autre rapport avec les producteurs, ce qui est beaucoup plus... directif. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout un... Voilà, c'est une coproduction, mais c'est vrai que même si vous mettez ce peu d'argent que tu disais, c'est le peu d'argent qui... Mais voilà, c'est que vous en mettez et ça rend le projet possible. Sans nous, ça n'existe pas. Le CNC, Doha, tout le Red Siphon ne peuvent pas financer 14 jours d'une fiction à Oran. Donc, non, sans nous. Tu n'es pas client, mais néanmoins, tu es coproductrice et tout à votre honneur d'être dans cette position. Mais je trouve que, par rapport à d'autres diffuseurs, je trouve que ce qui est assez chouette, alors après, ça s'est passé sur ce projet-là, peut-être que ça ne se repasserait pas sur d'autres projets, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Je crois que quand dans les valeurs d'une équipe, parce que c'est Arte, mais c'est aussi une équipe autour de Marianne, et je sais que vous êtes très proches, tu vois, mais je pense qu'il y a il y a le sujet de la confiance, il y a le sujet de la bienveillance, et puis il y a le sujet du plaisir de travailler ensemble.
Et ça, franchement, c'est précieux, quoi. C'est-à-dire que c'est un métier suffisamment dur pour les auteurs, pour les producteurs, sûrement pour les diffuseurs, peut-être en tout cas en moindre mesure sur ce sujet-là, mais franchement, c'est quand même des métiers très difficiles, où tout dans les détails, très humains, où un truc peut casser et un truc machin, les gens sont fragiles, les gens peuvent se foutre sur la gueule, enfin, il y a pas mal de violence quand même dans la production, enfin, c'est quand même des métiers assez durs, et je trouve que quand tu as un diffuseur qui est quand même assez sympa, qui t'accompagne au début à des moments fondateurs, qui quand même quand c'est un peu dur, t'écoute, sans que tu viennes pleurer tous les jours, mais parce que bon, c'est pas tout à fait mon genre, mais voilà, je trouve que c'est précieux, quoi. Qui te mettent dans l'équipe, qui te font sentir dans la même équipe, mais tous ensemble. C'est franchement, il faut pas oublier que quand on fait ces métiers-là, on les fait aussi parce que normalement, ça doit se faire aussi dans le plaisir de faire émerger de la création et des histoires. Et que quand ça, on l'a dans des valeurs fondamentales qu'on partage, et ben c'est assez chouette. Alors pour parler des partenaires, juste 2 secondes. Institut français, ils ont été absolument super. D'ailleurs, Zoulira doit beaucoup entre guillemets à l'Institut français depuis Doran, qui voilà, où t'es allé, t'as vu des films, t'as pu faire des slams là, et voilà, c'est eux qui t'ont permis de t'inscrire à la FEMIS l'été. L'Institut français d'Algérie dès le début avec un attaché audiovisuel et culturel qui s'appelle Nicolas Robida. Il nous a accompagnés au développement, à la production. Là, on attend une dernière petite aide sur la post-production, mais ils ont vraiment été très 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 chaleureux aussi. Et ensuite, il y a eu en dehors du CNC qui a été un jury sélectif, il y a eu le Red Sea qui est... c'était pas le CNC Talent, c'était le CNC classique. Oui, c'est le vrai CNC, mais avec une commission sélective. Et puis, il y a eu 2 autres jurys sélectifs, 3 d'ailleurs, avec la procédure, mais enfin, les 2 autres, c'est le Red Sea et le Doha. Le Doha, comme l'indique son nom, c'est le fin fond qatarien. Et l'autre, il est d'Arabie Saoudite. Donc, il se trouve qu'en Algérie, il n'y avait pas vraiment d'aide possible, ni de diffuseur possible. Au Maghreb, qui est une espèce de trou de marché pour l'audiovisuel, où pour l'instant, il n'y a pas énormément de financement, donc était un peu mal barré de ce point de vue-là. Mais heureusement, le Moyen-Orient était solidement ancré et a apprécié cette histoire. Ouais. Et donc, on a quand même eu plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à eux, quoi. D'accord. Mais il y a une vraie volonté de cinéma dans la... Enfin, bon, en fait... Il y a un fonds pour le cinéma en Algérie, mais en fait, les séries, généralement, c'est les chaînes algériennes qui accompagnent et qui financent et qui le font surtout pour la période du Ramadan, pour les séries qui vont être diffusées pendant le mois du Ramadan. Contrairement au Doha et le Red Sea qui soutiennent et le cinéma et toute l'année, la série. Pas que ponctuellement pour le Ramadan. Oui, parce que c'est leur soft power, comme on dit aussi. Il y a le foot et puis il y a le cinéma. Oui, mais partout. Enfin, je veux dire, le CNC aussi, c'est du soft power. Pour moi, le CNC qui exige 51% de français pour avoir l'avance sur recettes ou d'autres aides, c'est aussi du soft power. C'est une manière de continuer à avoir la francophonie. À entendre parler français. Et une question, vous auriez pu, tu me tends la perche, vous auriez pu le financer justement avec des chaînes algériennes? Vous auriez pu le diffuser là-bas? En fait, là, je reviens à la particularité d'Arte. Moi, j'ai fait que du documentaire avant et je suis très, très, très contente que ma première fiction soit avec Arte parce que l'accompagnement à l'écriture est énorme. Bien sûr, Arte n'était pas là au tournage, mais Arte était là au montage. Donc, il y a un accompagnement, en fait, qui est une deuxième écriture. Donc, je pense que j'aurais... Enfin, s'il y a une chaîne algérienne qui a le même système d'Arte, pourquoi pas. Mais en fait, là, c'était vraiment l'assurance d'une première fiction où je n'allais pas me casser la gueule. Ouais. Oui, mais à la réponse à ta question, non, il n'y aurait pas eu de chaîne algérienne qui t'aurait intéressée par ce projet-là. Voilà, principalement déjà parce que c'est un format atypique aujourd'hui. Ça a été présenté comme une série de formats courts de 10-13 minutes. Et puis, comme tu dis, il y a une tradition des séries ramadanesques. Ramadanesques. Je l'ai dit à l'envers, pardon. Ramadanesque, qui aujourd'hui prend le marché, tu vois. Voilà. Mais à suivre. À la création numérique d'Arte, Lama, vous avez sorti Loulou, 18h30, Tu préfères, Ceux qui rougissent, Samuel qu'on ne présente plus. Comment on fait pour émerger dans un paysage qui
qui est saturé de séries, qui est avec beaucoup de diffuseurs. Et quand on sort une série de 6 épisodes de 10-15 minutes, comment on échappe à la crainte de l'avoir oublié en 2 semaines ? On a la chance d'avoir à Arte d'avoir une présence sur Internet qui est quand même assez forte. En fait, Arte, on se dit label européen, donc on existe. On a la chaîne de télé que tu peux regarder sur ta télé. On a la plateforme arte.tv, et puis on a toutes nos chaînes sociales. On est assez sur YouTube, voilà. Sur Insta et compagnie. On est très puissant sur les réseaux sociaux. Enfin, on a vraiment lancé une stratégie réseaux sociaux. Parmi les premiers. Comme on est les précurseurs du replay, Arte plus 7, on était les premiers à faire le replay. On est les premiers à lancer le podcast avec Arte Radio. Le mot podcast n'existait pas, Arte Radio existait. Donc voilà, on aime bien le précurseur en tout cas. On aime bien être dans dans l'innovation, et d'ailleurs la création numérique encore plus. On a même lancé un compte Instagram qui s'appelle Arte à suivre et qui n'accueille que des fictions numériques. Et vraiment, des fictions numériques. On ne mettra jamais les fictions d'antenne sur le compte Instagram Arte à suivre. Est-ce que c'est parce que le format s'y prête pas ou... Oui, parce qu'on est sur des formats de 10 minutes, et c'est vrai que sur Instagram, on ne va pas mettre des 40 minutes de l'antenne. Là, vous allez par exemple diffuser chaque épisode dans un post Instagram, vous diffusez un épisode de El Sardine. Oui, exactement. D'accord. On a toute une stratégie qu'on monte avec l'équipe des réseaux sociaux, qui est une super équipe avec qui on travaille vraiment main dans la main. À partir d'un moment, moi, ce que je fais en interne, c'est que j'envoie la série à l'équipe de production de réseaux sociaux et de l'équipe des réseaux sociaux. Je fais mon petit lobbying en interne. Après, sur El Sardine, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose parce que tout le monde a adoré la série. Donc, tout le monde me dit, mais bien sûr, on va faire des trucs autour de la série, on va faire plein de trucs. Et donc, Luna, qui s'occupe du compte Arte à suivre au sein de l'équipe de Guillemette, elle commence à réfléchir à une stratégie de diffusion sur Instagram. On discute ensemble. Et Fazoula, qui lui s'occupe des chaînes YouTube d'Arte, lui commence à réfléchir à une stratégie sur YouTube, sur la chaîne Arte Série, sur aussi d'essayer de voir si on peut pas faire des extraits en short sur YouTube. Et d'ailleurs, Luna, sur Instagram, réfléchit à plein de capsules, de manière de la mettre en avant, quoi. Là, elle fait des stories où elle pose des questions aux gens. Après, elle va commencer à faire des focus personnages. Elle fait appel à un graphiste pour faire tout un visuel pour que la série soit vraiment joliment mise en ligne sur le compte Insta. Enfin, nous, vraiment, on pense que la série, c'est pas au moment de la sortie que c'est intéressant, c'est toute la longue traîne qui est hyper intéressante. Parce qu'Internet, c'est ça, en fait. Internet, c'est pas le coup de la sortie, c'est pas le mercredi que tu regardes, ou le cinéma où tu regardes combien tu présages. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Ceux qui rougissent. Ceux qui rougissent, ça a pris du temps. Ça a été un petit... au début, c'est sorti. Les gens commençaient à regarder. Et vraiment, c'est au bout d'1 mois, 2 mois... En se demandant où ils mettaient les pieds aussi. Oui, parce que c'est un programme qui est quand même un peu particulier. C'est pas une approche évidente. C'est pas de la série classique. Qui, on le rappelle, a eu un prix à Sérimania. Oui, qui a eu le prix à Sérimania de la fiction courte, et on a eu la mention. Et d'ailleurs, toi, tu as eu quoi alors à Sérimania? La mention spéciale. Ouais, c'était cool. Ah bah oui. Ouais. Et la série qui a eu le Grand Prix incroyable, One of Us is Trembling, et c'est la fille de Lars von Trier, la réalisatrice, qui est incroyable. Et j'étais très contente et honorée d'avoir une mention face à cette série qui est vraiment dingue. Ouais, mais tu vois, ils t'ont dit, c'était parce que la série est tellement incroyable en face mais ils pouvaient pas ne pas donner une mention à El Sardine. Donc après, voilà, on travaille en interne. Parce que c'est tellement bien. Parce qu'elle est tellement belle. Bah, c'est tellement bien. Mais vraiment, enfin, je dis pas ça parce que je. Mais bien sûr, tu défends le programme que tu diffuses, t'as raison. Voilà, et parce que vraiment, moi, on l'a revu là en avant-première. Ouais, c'était touchant. Au MK de Beaubourg, et j'ai pleuré à la fin, alors que je l'ai regardé, je sais pas combien de fois cette série. C'est vrai. Bah ouais, vraiment. Enfin, elle fait. Non, mais vraiment, elle m'a vraiment. Alors que c'est marrant parce qu'au visionnage, je pleurais pas. Et elle me regardait, Zoliha me dit, t'as pas pleuré? J'ai dit, non, j'ai pas encore pleuré parce que t'es pas encore là. T'es pas encore au bon endroit. Je trouve qu'il y a encore quelque chose que tu dois travailler. Ouais. C'était le départ avec les parents. Je l'ai un peu travaillé là-dessus, sur le personnage de Zouzou, de vraiment la mettre au centre du récit, de dire, c'est elle qu'on doit regarder, notre regard, il doit être sur elle. Il faut que tu me la montres, il faut que je la vois elle, et tu vas voir, on va pleurer à la fin. On va vraiment pleurer, parce que là, tu pleures toi, parce que c'est ton histoire. Mais pour que moi, tu me mettes dedans, il faut que tu me mettes avec elle, quoi. Et les parents, ils sont hyper touchants sur le pas de la porte. On va spoiler. Et le regard de fin. Le regard de fin. Justement, on sait pas si elle part ou pas. Ouais. On sait pas si elle part ou pas. Une question quand même. Qu'est-ce qu'elle dit?
jamais de la vie, et ensuite t'as dit jamais de l'Allemagne. Oui. Ouais, mais sur le chemin. C'est le père. Ah oui, c'est le père qui dit ça. Le père, il a cette manière pour dire jamais de la vie. Il dit jamais de l'Allemagne parce que pour lui, l'Allemagne est inaccessible et il se fait tout un film complot contre l'Algérie depuis que l'Algérie a gagné l'Allemagne contre. L'Allemagne à la Coupe du Monde 1982. C'est du foot. Voilà, c'est très inspiré de mon père. Mon père, il est convaincu. Mon père, quand il a su que j'écrivais sur la disparition des sardines, il n'a pas pensé dystopie. Il m'a dit « mais tu sais, il y a les Espagnols, ils mettent de la ferraille exprès sur les frontières marines pour qu'il y ait du plancton qui soit généré par cette ferraille et que la sardine algérienne migre en Espagne. À cause d'eux, on n'a plus de poissons. » Enfin, et je dis « mais en fait, papa, c'est autre chose en fait. » Mais non, après, ce qui marchait pas, je pense... Et moi, je me souviens, par exemple, en écriture, il y avait un moment où tu avais ouvert la fenêtre et tu m'avais dit, mais en fait, il faut qu'on l'entende. On a besoin, il y avait vraiment, on voit beaucoup Zouzou dans sa tête, en réflexion, et dans le scénario, à un moment, c'était trop. Et on comprenait pas, en fait, qu'est-ce qui l'a dérangé, on comprenait qu'on n'avait pas accès à son intériorité. On n'arrivait pas à verbaliser son mal-être. On sentait qu'il y avait un mal-être, mais on n'arrivait pas à mettre les mots dessus. Et puis, au montage, il y a eu cette scène où, en fait, moi, je pense que j'avais énormément d'empathie pour les parents et j'étais en admiration pour les acteurs qui jouaient le rôle du père et de la mère. Et au premier montage, la scène, c'était que eux. Les au revoir, c'était pas qui part, mais qu'est-ce qu'elle laisse derrière. Ouais. Et ensuite, on l'a remis au centre et ça fonctionne. Et moi, à l'avant-première, j'ai rigolé alors que j'ai vu cette série 100 fois et que je la supportais plus et que je savais plus si elle était bien ou pas bien. Mais là, le fait d'être tous ensemble et dans ce cinéma. Moi aussi, j'ai rigolé à des moments où j'avais jamais ri, moi aussi. C'est dingue. Non, c'était super. Et si je reviens un peu à la question de comment exister sur la longue traîne, sur le long terme, là c'est une série dont vous avez les droits pendant un temps, mais limité aussi. Pendant 3 ans. Comment est-ce que vous allez réactiver ? Parce qu'une fois que c'est sorti, tu vas pas en reparler toutes les semaines non plus. En fait, on a des petites... Tu fais confiance aux gens pour aller chercher d'eux-mêmes sur le site d'Arte pour... Après, on aussi... on republie régulièrement. Donc, on a 3 ans de droits sur nos programmes. On prend 3 ans de droits, on prend des droits monde, mais là, avec TV5 Monde, on n'aura plus les droits monde à partir de décembre. On aura les droits européens. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit vraiment à une stratégie de diffusion de la série de multiples façons. Donc, comme je te disais, on a Instagram, on a les stories sur Instagram, on a les épisodes en intégralité, on a des carousels photos, vidéos qui permettent aussi de remettre le focus sur certains personnages et qui peuvent relancer vers la série. On a le compte Arte principal où on peut aussi relancer au bout d'un moment, si 6 mois après la diffusion, on peut remettre un épisode ou la bande-annonce ou en story pour renvoyer vers Arte à suivre. Et ce qu'on fait aussi sur YouTube, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une compilation, où après avoir diffusé les 6 épisodes, on les met en bout à bout, et là on les diffuse sur une autre chaîne YouTube, où là on crée un maillage. En fait, on réfléchit vraiment à notre écosystème de chaînes YouTube, de chaînes Instagram, et mon TikTok, c'est un peu plus compliqué d'y aller avec une série qui n'est pas en verticale, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment une plateforme, la série verticale à mort, donc y aller avec une série 16/9, c'est un peu plus dur. Alors que Instagram, on y arrive. Donc vraiment, on se dit, voilà, on a 30 chaînes YouTube, on a 5 comptes Insta, que le système est grand. Comment elle existe dans cet écosystème-là. Et on travaille avec les réseaux sociaux de manière assez forte. On a aussi des endroits où on peut parler de nos séries ailleurs, quoi. Enfin, y a des émissions Twitch qu'on a lancées là autour de la série. Peut-être qu'ils vont en parler à un moment aussi dans cette émission-là. Donc, il y a des endroits concret qu'on a créé et où on est proche de notre public, où on peut relancer. C'est pour ça qu'on prend 3 ans de droit. Parce qu'on se dit, et vraiment le numérique... Vous avez des manières de réactiver ça. Ouais, et vraiment le numérique, il ne faut pas hésiter à remettre un épisode. Moi, j'ai des projets qui ont 2 ans, on remet des épisodes sur Instagram. Quelqu'un tombe dessus, il repart, il reprend tout ça. Là, ce matin, j'ai vu que sur l'Instagram d'Arte, pas Arte à suivre, Arte FR, il y a Amour solitaire qui a été remis en avant. Voilà. Et en fait, on remet en avant alors que ça s'est terminé il y a 6 mois, l'a dit. Enfin, vraiment, on a cette stratégie-là, on n'hésite pas à... Enfin, c'est 3 ans de droit, quoi. C'est pas juste au moment de la diff.
Okay. 3 ans. Claire, je vais répondre à ta question de tout à l'heure. Enfin, c'est pas moi qui vais y répondre. Tu voulais parler des harceleurs et autres. Et moi, c'était une de mes questions. Souleira, tu es née dans les années 90 en Algérie, si je ne me trompe pas. C'est grandir pendant les années noires. Tu le disais toi-même, c'est grandir dans la peur aussi. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être militante? Je l'ai dit où? Pardon? Je l'ai dit où, ça? Je sais, dans mes recherches que j'ai trouvées. Tu as fait un film, La Rue, qui dénonce le harcèlement de rue. Est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie d'être militante et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur le féminisme? Et Claire, je te laisserai rebondir aussi sur... Ouais, je sais pas, moi je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, peu importe la société, c'est un peu bizarre de pas être féministe. Je trouve que c'est juste... la vie est dure pour les femmes. C'est pas ça. Cri du cœur. C'est pas simple, c'est pas évident. Plein de choses m'ont donné envie, mais juste ma situation de femme. Un besoin. Et puis aussi mon regard sur le monde, comment... ma mère m'a donné envie d'être féministe, ma grand-mère qui a été mariée à 12 ans parce que ses parents ont été tués par des colons français pendant la guerre d'Algérie et qui n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. Ma mère qui, pendant les années 90, alors qu'elle faisait des études de chirurgie dentaire, a dû... se conformer à certaines choses. Moi, qui, quand je sortais avec des copines et qu'on riait entre nous, il y avait toujours un con qui pensait qu'on riait pour attirer son attention. Plein de choses. Et voilà. Et puis aussi, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans et que j'écrivais sur des choses intimes, des sortes de très, très, très intimes. Et puis progressivement, cette écriture s'est transformée et est devenue, une écriture militante. Claire, tu voulais réagir sur... Oui, pareil, je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas dans le même pays et avec une génération de 30 ans de différence, c'est que si je repense à nos parents et à mes grands-parents, le mariage était une façon de dire, une fois que t'es marié, tu subiras plus la convoitise des hommes parce qu'il faut se méfier des hommes. Voilà, moi j'ai un père on est 3 filles et 2 garçons dans ma famille et mon père nous a toujours appris à faire attention aux hommes. Quand Zouzou, dans le salon de coiffure, dit moi, on m'a toujours dit, tu fais attention, tu rentres tôt le soir parce que, etc. Et toi, que tu fais un slam contre le harcèlement de rue, etc. C'est que, quand même, il y a encore ce sujet de est-ce qu'on doit faire attention aux hommes ou pas? Est-ce que c'est normal de devoir faire attention aux hommes ou pas? Voilà, je parle même pas des horreurs qui se baptisent, mais on est quand même, en tant que jeune femme, jeune fille, on a été élevés comme ça. Peut-être que chez nous, la pression est un peu relâchée. Malheureusement, avec tous les MeToo et les machins, les trucs, tout ça ressort à nouveau. Mais l'éducation qu'on avait eue, et donc le mariage, était une réponse à ça. Très honnêtement. Ma mère, elle s'est mariée à 23 ans, ma grand-mère sûrement à 18. Une fois que t'es mariée, on te confiait à un autre foyer, et là, on était tranquille pour toi, parce que les parents avaient cette responsabilité de faire attention aux filles, beaucoup plus qu'aux garçons, quoi. Et je trouve que c'est intéressant dans cette série-là de revenir aussi un peu sur ce sujet-là, qui est que le mariage, c'est pas juste pour ton bonheur, c'est aussi parce que et c'est pas juste tu vas quitter, c'est la seule façon pour toi de quitter le réseau, le cercle familial, etc. C'est aussi trouve un mari et comme ça, t'auras la paix. Ouais. T'auras la paix. Et ça, je pense que on ressent tous et tout ça aujourd'hui, c'est que le féminisme aujourd'hui, il est à plusieurs degrés, il est dans une forme de liberté, une forme d'indépendance, mais il est aussi, à un moment donné, une envie de vivre en sérénité par rapport aux hommes, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Oui. Moi, par exemple, j'ai jamais eu le droit de sortir le soir. Je devais toujours rentrer
au moment du coucher du soleil. Et en arrivant en France, je m'étais dit, ça va être la fiesta. Je vais sortir tous les soirs, la nuit. Je vais vivre la nuit. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, non, c'est pas possible, en fait. C'est flippant, en fait. La nuit à Paris, pour une femme, tu changes de trottoir. Il y a des mecs qui te voient t'en changer de trottoir, mais qui trouvent ça drôle de changer de trottoir avec toi pour te faire encore plus flipper. Enfin, voilà. Et puis, là, par exemple, on le voit. Moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des femmes. Il y a une trend là en ce moment de femmes qui donnent un peu des tips pour contrer le harcèlement de rue. Il y en a qui, voilà, quand il y a quelqu'un qui leur parle, elles se filment en train de crier, elles se filment en train de faire la folle, de parler dans une langue, de baragouiner une langue imaginaire. Et ça, c'est partout. Mais ouais. Il y a encore des progrès à faire. Bah oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est un... oui, c'est un... Et le féminisme ne concerne pas que les femmes. Ouais. Le féminisme concerne tout le monde. Bien sûr. C'est une lutte d'égalité, d'humanité. Enfin, en tout cas, le féminisme... Voilà. Celui qu'on aime bien. Celui qu'on aime bien. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, le sujet de la série et ces scènes qu'elle a dans la rue avec ces mecs à chaque fois qu'ils lui tournent autour, qui disent alors, t'es fait quoi, tu vas où? On l'a toutes vécu. Moi, j'ai encore, tu vois, je suis plus une jeune fille, mais j'ai encore, quand je rentre chez moi le soir, je peux pas rentrer dans mon immeuble sans claquer ma porte cochère. Ouais. Et je me dis à chaque fois que je fais ce geste, c'est fou. Je me dis c'est quand même dingue, quoi, de me dire. Enfin, jusqu'à quand je vais le faire, en fait? Jusqu'à quand, en rentrant chez moi le soir, je vais avoir peur? Je vais avoir peur. Enfin, mais c'est vraiment, je vais avoir peur et je vais claquer la porte, attendre un peu, me dire c'est bon, t'es en sécurité, c'est bon, tu peux rentrer dans ton immeuble. C'est, voilà, c'est... Et bon. Mais il y a un ami qui était là à l'avant-première à Beaubourg, qui a vu la série et qui l'a résumé en un mot, en me disant c'est une série sur l'intranquillité. Ouais, c'est ça. Et Zouzou, elle est intranquille partout. Et elle est intranquille parce que ils sont tous serrés comme des sardines dans une boîte. Et en fait, les mecs dehors, au-delà de l'harcèlement, c'est aussi ce truc de mecs de quartier qui l'ont vu tous les jours, qui la voient toujours passer au même endroit et qui pensent qu'ils ont les droits. Ouais, de lui parler, de lui faire des remarques, de la charrier. Enfin, c'est vraiment le cœur de la série. Enfin voilà, il y a, on l'a dit tout à l'heure, c'est est-ce que partir c'est trahir, mais aussi l'intranquillité. Très beau mot de la fin. J'avoue. Merci. C'est très joli. Zolira. Ça m'arrive. Claire. Lama, un grand merci d'avoir pris tout ce temps avec nous. Merci Eric. Merci à vous, merci Eric. On vous souhaite une bonne continuation, de beaux projets en écriture, en slam, en poésie, en réalisation, production, en diffusion. Allez découvrir Elle Sardine si vous ne l'avez pas fait. Allez appartenir à la communauté des haut-parleurs. Tout à fait. Allez regarder toutes les séries actuelles, passées et guetter celles à venir d'Arte. Elle Sardine est disponible dès maintenant sur arte.tv. YouTube. Instagram sur Arte à suivre. TikTok, non. Et la plateforme. Arte.tv. Foncez, c'est génial. L'Angle d'attaque, le podcast qui parle de fiction avec ceux qui la font, est désormais terminé. C'était son 3e numéro. J'espère que vous l'aurez apprécié. Merci à Engel, qui l'a produit, ainsi qu'à Alice, Raphaël, Antoine, Thomas, Johan, Yanis et Benjamin qui l'ont rendu possible. Suivez-nous et à la prochaine. Merci. À bientôt, merci. Engel.